On va commencer. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire consacré à Arima. Mon nom est Reda Chaouki, je suis pilote de processus au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter Arima. Nous aurons deux parties. Une première partie consistera à vous montrer comment établir un mandat de représentation et une deuxième partie qui sera consacrée au thème de remplir et déposer une déclaration d'intérêt. Alors, tout au long de ce webinaire, nous comptons sur votre participation. Vous pourrez poser des questions via la fenêtre de conversation en bas à droite de votre écran. À la fin de chacune des deux parties, nous prendrons quelques minutes pour répondre à certaines de vos questions. Et enfin, après le séminaire, une synthèse de toutes les questions et réponses vous sera transmise par courriel. Alors, qu'est-ce que Arima? Arima, d'une part, c'est un portail. C'est le portail qui est dédié au système de déclaration d'intérêt, qui, comme vous le savez, est un préalable à toute invitation au programme régulier des travailleurs qualifiés. Et la seule condition, donc, pour s'inscrire dans Arima, c'est d'être âgé de 18 ans et plus. Alors, ce portail, en fait, on pourrait dire, il se comporte de trois types d'espaces de travail. Donc, il y a un accès qui est réservé aux personnes désirant immigrer au Québec pour qu'elles puissent remplir, déposer et mettre à jour leur déclaration d'intérêt. Ensuite, il y a un accès privilégié pour les représentants mandatés qui vont pouvoir également effectuer les mêmes actions, savoir remplir, déposer et mettre à jour une DI ou une déclaration d'intérêt. Enfin, et c'est un projet qui est en cours de réalisation actuellement, il va y avoir un accès dédié aux employeurs du Québec qui ont actuellement de la difficulté à combler leurs postes, donc qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Donc, les employeurs vont pouvoir consulter la base de données et faire des recherches anonymes sur les candidats. Et ainsi, Arima va permettre de les mettre en contact. Donc voilà, ce sont pour l'instant trois aspects de Arima. Et nous pensons que ces trois aspects vont fonctionner en synergie et permettre donc de améliorer, augmenter la capacité du Québec à attirer des talents. Alors, Arima pour les représentants, bien sûr, bon, nous avons les consultants en immigration qui sont inscrits au registre québécois des consultants en immigration, les avocats membres du barreau du Québec, les notaires membres de la Chambre des notaires du Québec, ainsi que les personnes titulaires d'autorisation spéciale, soit délivrées par le barreau du Québec ou par la Chambre des notaires du Québec. Et Arima est également ouvert aux représentants non rémunérés, c'est-à-dire des personnes physiques qui ne reçoivent aucune rémunération. Alors Arima, bien entendu, fait penser à arrimage, c'est de l'arrimage au marché du travail dont il s'agit. Et donc, pour nous, ça constitue une nouvelle étape dans les efforts d'adéquation de la sélection permanente aux besoins du marché du travail. Certains d'entre vous ont déjà connu les professions privilégiées, les critères professions en demande, les domaines de formation à traitement privilégié. Arima constitue une nouvelle étape qui est rendue possible grâce à la nouvelle loi sur l'immigration, notamment l'aspect de cette loi qui met fin au principe de réception des demandes selon l'ordre premier arrivé puis premier servi.
Mais également, elle se base aussi sur les orientations gouvernementales en matière de développement informatique et tous les budgets qui ont été consacrés les dernières années et toutes les nouvelles technologies. Donc, on parle des possibilités depuis 2 ans environ de travail dans des réseaux infonuagiques. Arima, alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une application web monopage. En anglais, on parle de Single Page Application. Ça veut dire que lorsque vous vous connectez à Arima, toute l'application, toutes les données qui vous concernent sont téléchargées en une fois. Elles sont encryptées puis téléchargées. Ça permet de soulager beaucoup le serveur. Donc il y a une possibilité de grand nombre de connexions simultanées. Ça améliore la sécurité, la stabilité et la performance des serveurs. Et surtout, le côté visible, c'est que ça donne une meilleure expérience utilisateur. Donc, la navigation dans l'application se fait de façon fluide. Ça nécessite cependant un furteur à jour, et un furteur moderne et à jour, qui peut accepter JavaScript. Donc, si vous avez des bloqueurs de publicité ou des bloqueurs de pop-up, il faut donner autorisation à Arima de fonctionner en JavaScript. Alors, l'application, elle est tout support. Vous pourriez l'essayer sur votre tablette ou votre smartphone. Ensuite, on a voulu en faire un formulaire adaptatif, c'est-à-dire que les questions auxquelles vous devez répondre dans le formulaire apparaissent au fur et à mesure de vos réponses. Donc, c'est les champs, donc vous allez voir en fonction des réponses que vous donnez que des champs vont apparaître ou même des sections entières. Il y a tout au long du formulaire des règles de validation. Ce sont des règles qui traduisent en fait les règles d'affaires et on verra tout à l'heure un exemple. Le formulaire a l'avantage de pouvoir être enregistré et à tout moment et puis d'être complété à un autre moment. Alors pour vous donner une idée donc de l'ensemble du processus, on a évidemment 2 niveaux, le niveau représentant et le niveau de la personne désirant immigrer au Québec. Les deux doivent posséder un compte et un profil dans Arima. Ensuite, donc, c'est le représentant qui initie le mandat de représentation, à charge pour la personne désirant immigrer au Québec de répondre à cette demande, à ce mandat de représentation, de confirmer. Ensuite, la personne désirant immigrer va bien sûr fournir ces informations qui vont permettre à son représentant de remplir et de déposer la déclaration. Et alors qu'au moment de la déclaration, juste après la déclaration, la personne désirant immigrer aura la tâche de confirmer le dépôt tel que fait par son représentant. Donc aujourd'hui, la partie établir un mandat de représentation. Donc le représentant, de son côté, d'abord s'assure que son client possède un profil Arima. Ça veut dire qu'il doit connaître l'adresse courriel exacte qui a été associée au profil Arima lorsque le client a créé son profil. L'adresse courriel faisant fonction d'identifiant. Ensuite, le représentant va proposer une phrase secrète à son client. Ça va permettre de faire un jumelage vraiment avec son client. Et ensuite, il va établir un mandat de représentation
Du côté du client, il y a d'abord bien sûr un échange de ces informations, numéro de passeport, toutes ces informations, ces documents de base, diplôme, attestation de travail, etc. Ensuite, donc, il va devoir se connecter à Arima, entrer la phrase secrète et confirmer le mandat de représentation. Donc, on va voir un petit peu plus concrètement, un petit peu qu'est-ce que ça donne pour vous donner une idée là de comment ça se passe concrètement. Dans la page d'accueil d'Arima, vous avez deux boutons. Un bouton pour initier la demande de déclaration d'intérêt. Et par la suite, lorsque il y aura invitation, vous allez pouvoir soumettre, grâce à ce deuxième bouton, vous allez pouvoir entrer dans la plateforme Mon Projet Québec pour pouvoir donc présenter la demande de certificat de sélection permanente. Alors voilà comment ça se présente lorsqu'on désire se connecter à Arima. Et on ouvre une session, donc on va simplement donc inscrire l'identifiant, c'est-à-dire l'adresse courriel. Ici, on a pris le cas d'une représentante qui s'appelle Anne Bernard, donc avec le mot de passe et le bouton connexion. Ici, plus bas, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore de compte ou de profil inscrit dans Arima. Alors, ça, c'est donc l'espace de travail de Anne Bernard. Donc, il y a deux pages essentiellement. Il y a une page qui indique les mandats de représentation et une page qui va lui permettre de consulter tous les documents qui vont avoir été échangés au cours des transactions. Il y a ici un centre de messages, la petite enveloppe, un centre de messages qui va toutes les communications avec le ministère entre le représentant et son client vont apparaître ici, ainsi que l'icône ici qui est le profil. C'est là que se loge le profil de base, donc les coordonnées, les renseignements personnels du représentant ou de la représentante. Alors ce qui est important ici, c'est ce bouton pour initier. Il indique « Je veux établir un mandat de représentation ». Donc on clique sur ce bouton et on voit apparaître une fenêtre qui permet d'inscrire un client. Donc pour un mandat de représentation, c'est une fenêtre en deux pages. Donc d'abord les informations d'authentification, l'adresse courriel du client, la phrase secrète et une confirmation de la phrase secrète. Ici donc on a inscrit un client, Ricardo Oliveira, une phrase secrète, mais à la confirmation on a fait une petite erreur exprès pour vous montrer que qu'est-ce qu'une règle de validation. En l'occurrence, il s'agit d'entrer exactement la même chaîne de caractères. Donc il y a une validation de la chaîne de caractères. Et lorsqu'il y a divergence, donc il y a un message qui va s'inscrire, juste en dessous en rouge, et qui indique que les phrases secrètes ne concordent pas. Donc aussitôt que vous rectifiez l'erreur, vous pouvez à ce moment-là aller sur l'écran suivant. L'écran suivant porte, c'est le cas de le dire, sur la portée du mandat de représentation. Donc c'est là que vous confirmez que vous prenez charge pour la déclaration d'intérêt de votre client. Et donc avec un bref rappel de ce qu'est le mandat. Donc on va cocher cette case et ensuite, une fois qu'on a fait envoyer, on va retourner à la page d'accueil de l'espace de travail. On voit ici qu'il n'y a pas aucune mention parce qu'on est dans une fenêtre qui est mes mandats en cours. Il faudra aller
dans mes mandats en attente de confirmation. Donc vous avez plusieurs vues qui vont vous permettre donc de gérer un peu toute votre clientèle en fonction des statuts que les dossiers auront. Ensuite, donc, quand on clique donc sur mes mandats en attente de confirmation, on voit apparaître le dossier du client qui est à ce moment-là en attente de confirmation. À la droite de ce dossier, on trouve trois petits points. C'est le menu d'action. Et actuellement, à l'état actuel, au statut actuel de la demande, il y a une seule possibilité, ça sera pour vous d'éventuellement annuler la demande de mandat de représentation. Alors, votre client, lui, bien sûr, doit se connecter à son espace Arima et accepter le mandat de représentation. Il a un délai de 2 jours pour le faire. Alors, ici, vous avez une vue de l'espace de travail du client. Son nom apparaît ici. Donc, c'est l'espace client. Donc, il a une fenêtre vraiment similaire où également il peut accéder à ses dossiers et ses documents, à son centre des messages et ainsi qu'à son profil de base, ses renseignements de base. Donc, à la droite de son dossier, il a un menu d'action dans lequel on voit que il peut répondre à la demande de mandat de représentation. Donc c'est là qu'il va devoir cliquer et ça va l'amener donc à une fenêtre avec un résumé du mandat. Donc on a son nom et ses coordonnées de base ainsi que celles de sa représentante. Ensuite, il doit cliquer sur « J'ai lu et j'accepte le mandat » et entrer la phrase secrète. Ainsi, donc, il va pouvoir, donc, vous allez pouvoir poursuivre son inscription. Ce qu'on a ici, c'est que du moment qu'il accepte le mandat, il ne peut plus modifier ces informations. Il peut seulement consulter son dossier ou annuler le mandat de représentation. Donc, on va retourner du côté de l'espace de travail du représentant pour constater que le mandat a bien été inscrit. Alors à ce moment-là, on n'est plus dans mes mandats en cours de confirmation, mais on est là dans les mandats qui sont en cours. Donc c'est un mandat qui est actif. On voit la date de début. Il n'y a pas de date de fin, ça veut dire qu'il n'a pas été annulé. Et donc, il y a donc, si on veut retourner à mes mandats en cours de confirmation, évidemment, le dossier aura à ce moment-là disparu de cette vue. Alors, dans mes mandats en cours, les actions qui sont possibles à ce moment-là, pour le représentant, c'est d'accéder au dossier. Alors, c'est par là que, en fait, le travail de remplir le formulaire va commencer. Alors voilà, on accède à l'espace du client en tant que mandataire. Donc à ce moment-là, vous allez remarquer que ici il y a le représentant, la représentante, et que le dossier du client est ouvert sous le mandat de la représentante. À ce moment-là, c'est le représentant qui a la main sur le dossier et qui peut, à ce moment-là, poursuivre l'inscription et commencer à rentrer les données. Alors, le représentant, en retournant donc sur sa page d'accueil, peut avoir une vue d'ensemble de tous les mandats. Ici, nous avons inscrit plusieurs mandats à titre d'exemple.
Donc vous voyez que le premier client a confirmé, le deuxième client a également confirmé, tandis que le troisième client n'a pas encore confirmé. Par contre, on voit que les deux premiers clients n'ont pas annulé leur demande est active dans le mandat. Alors maintenant, on va voir si vous avez des questions. Pour l'instant, on n'a pas de questions à cette étape. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez toujours utiliser votre fenêtre de conversation pour poser des questions et toute notre équipe va se faire un plaisir de vous répondre. On va passer à la deuxième partie. Ici, on va se concentrer sur le module remplir et déposer une demande, une déclaration d'intérêt. Nous allons simplement survoler rapidement 3 sections, la scolarité, le parcours professionnel et les connaissances linguistiques en français. Pour ce qui est de la scolarité, donc nous sommes toujours avec l'espace de travail de la représentante et avec le client en sous-mandat. Et nous allons donc poursuivre l'inscription de notre client. Alors à ce moment-là, c'est là que s'ouvre le formulaire de déclaration d'intérêt. Vous voyez que c'est un formulaire en accordéon, donc il y a plusieurs sections qui s'ouvrent en fonction de l'étape que vous voulez remplir. Et vous remarquez tout de suite des pastilles différentes. En fait, ici, ça indique que la section est déjà complétée en vert. Gris avec 3 petits points, que ça veut dire que la section a été ébauchée, mais elle n'est pas complétée. Et le gris uni indique que la section n'a pas encore été entamée. Alors la première question qu'on va vous poser pour la scolarité, c'est: avez-vous un diplôme supérieur aux études primaires? Alors vous répondez par oui, et à ce moment-là, la fenêtre s'agrandit, la section s'agrandit. À ce moment-là, on vous pose la question: avez-vous une évaluation comparative? Si vous répondez oui, il y aura un cheminement par rapport à ça. Mais si vous répondez non, disons que c'est la plupart des cas, eh bien, vous allez pouvoir ajouter un diplôme. Donc, on clique sur ajouter un diplôme. Ce qui nous amène donc à ouvrir le sous-formulaire des diplômes. Il y a quelques instructions de base d'abord. Ensuite, vous pouvez entrer le pays ou territoire émetteur du diplôme, la date de commencement de ces études et la date de délivrance du diplôme. Donc ici, on a pris un exemple, pays Portugal, études commencées en 2004, réussies en 2008. Donc en cliquant sur suivant, on va se retrouver donc invité à entrer le titre du diplôme. À ce niveau-ci, ce que je dois vous dire, c'est que il est grandement souhaitable d'avoir l'exemplaire ou la copie du diplôme sous les yeux, parce qu'il faut vraiment rentrer les données, les informations de façon très très précise et telles que inscrites sur le diplôme. Alors, les inscriptions acceptent tous les caractères latins, donc vous pouvez avoir un diplôme dans n'importe quelle langue, mais pour autant que la version que vous avez ou la traduction que vous avez, le certificat du diplôme que vous avez soit en latin. Donc, ça peut être un diplôme chinois, mais pour autant que sa traduction soit écrite en caractère latin. On va faire donc rechercher dans notre diplôme portugais, donc
on a une licence portugaise, on va faire rechercher et on a à ce moment-là un résultat, puisque bon, notre recherche est vraiment très précise. Et donc on va sélectionner, on nous indique que bon, c'est un diplôme de 3 à 4 ans, qui est obtenu après les 12 années primaires et secondaires. Donc on prend sélectionner et l'étape suivante, va être celle de rechercher l'autorité émettrice. Dans notre cas, c'est l'Université libre de Lisbonne et on va faire rechercher. Ici, nous obtenons 32 résultats. Et nous voyons que l'université recherchée est en haut de la liste. C'est le premier résultat que nous obtenons. Donc nous allons tout simplement le sélectionner. Ce qui nous amène à la troisième section, la troisième sous-section, celle du domaine de formation. Donc ici, le domaine de formation sur le diplôme est long. On peut écrire certains mots-clés de le début de ce domaine. Il est en sciences de génie et génie. Et en faisant rechercher, donc, on va obtenir 3 résultats, parmi lesquels le domaine recherché se trouve en première place. Donc il s'agit là de sciences, de génie, ordinateurs et télécommunications. Donc on va sélectionner, c'est le bon domaine. Au cas où on n'arrive pas à trouver ni le titre du diplôme, ni le domaine, ni l'institution émettrice, il y a une section d'aide qui va nous mener pas à pas pour déterminer ces 3 niveaux: titre, institution émettrice et domaine de formation. Donc ici, tout va bien, on a trouvé le domaine, on va faire sélectionner et on va obtenir un récapitulatif de l'information. Alors l'information déclarée, c'est un résumé, donc le Portugal, la licence, l'université et le domaine. Tandis qu'ici, la base de données qui a été interrogée va répondre que c'est un baccalauréat en sciences de l'informatique. Il est toujours possible de demander une évaluation comparative des études effectuées hors Québec, donc au service des évaluations comparatives. Donc voilà, on a une confirmation de notre diplôme, on va faire valider et on va revenir à la section scolarité où on va avoir dans la grille notre diplôme qui est inscrit. Il est possible d'ajouter d'autres diplômes. Ensuite, vous avez aussi une question qui va, une fois que vous avez terminé, donc cette section est à remplir après après avoir ajouté tous les diplômes. Et cette section demande s'il y a un ordre professionnel qui a reconnu ou qui vous a reconnu une équivalence complète vis-à-vis du diplôme. Et si vous faites non, ça va rester là. Sinon, si vous faites oui, vous allez avoir d'autres questions qui vont vous permettre de relier exactement ce permis d'ordre professionnel à un diplôme en particulier. Nous allons maintenant regarder au niveau du parcours professionnel. Alors la même chose, donc on clique sur parcours professionnel, la section s'ouvre, on a quelques informations, on va commencer par ajouter une expérience. Ce qu'il faut dire ici, c'est que il faut pouvoir indiquer vos occupations, les occupations de votre client pour une période de 5 ans en continu. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Donc, c'est 5 ans à partir de la date de soumission de dépôt de votre demande. Et donc 5 ans en arrière. Et donc, on va cliquer sur ajouter et on va ajouter toutes les occupations au cours des 5 dernières années sans discontinuer.
Donc voilà la fenêtre, bon, avec une date de début, une date de fin et l'occupation en tant que telle. Donc ici, on a pris 2013 à 2015 un travail à temps plein. Il y a possibilité d'avoir donc un travail à temps plein, un travail à temps partiel, un stage. Ça peut être aussi une période de congé parental, d'arrêt de travail, une période sans emploi ou une période de bénévolat. Donc, ensuite, on va nous demander le type d'emploi. Et là, bon, ce sera les catégories emploi salarié, entrepreneur, travailleur autonome ou emploi à commission. Donc, un peu plus bas, quand on aura, ici on a pris le cas d'un employé, d'un emploi salarié. Donc le formulaire s'est adapté et il va nous poser quelques questions concernant cet emploi salarié. Donc on a indiqué ingénieur, c'est chez Bombardier France. Oui, Bombardier a 2 installations en France. Et le nombre moyen d'heures travaillées par semaine. Donc, on a 40 heures ici. Ensuite, on va vous demander le code de la classification nationale des professions, le code CNP. Soit vous le connaissez, soit vous pouvez faire la recherche à travers le lien ici sur le site de IMT, Information sur le marché du travail d'Emploi Québec. Donc, vous allez simplement entrer un mot-clé ici dans la recherche dans IMT et vous allez accéder donc à la dénomination et au code précis de la profession. Ici, c'est un 2171, c'est un analyste en informatique en fait. C'est ça la profession de notre candidat, dans notre personne. Alors, donc, on va rentrer ici le code 2171 et ça va nous confirmer en nous donnant la dénomination standard de ce code. Alors voilà, vous confirmez le tout. Et ici, donc, on va simuler en fait que on a rajouté d'autres expériences, donc d'autres occupations plutôt, une occupation à temps plein et une autre occupation à temps plein et une occupation à sans emploi. Donc toujours, ça va être l'occupation la plus récente qui va être indiquée en haut du tableau. Concernant les connaissances linguistiques en français, donc la même chose, on a la section connaissances linguistiques en français qui va s'ouvrir. La première question demande si vous êtes en mesure de me démontrer les connaissances linguistiques par un diplôme ou une attestation de résultat d'un test reconnu par le ministère. Je profite de l'occasion pour vous montrer ici le petit symbole. C'est une infobulle. Ça vous permet d'obtenir une information contextuelle. Donc ici, il y a un rappel, bref rappel et des liens cliquables pour les tests de français. Alors ici, on va indiquer oui à la question. Donc ça veut dire que la personne possède déjà un test qui est obtenu depuis moins de 2 ans. On va faire ajouter et on va obtenir donc la fiche d'inscription, le sous-formulaire qui permet d'inscrire les résultats du test. Donc on prend ici le cas d'un TCF. On a le numéro du candidat ou de l'attestation, la date du test, le nom du centre agréé, la ville, le pays, et plus bas, vous avez les réponses obtenues, donc les résultats obtenus. On a inscrit des B2 ici aux 4 compétences, ainsi que les scores obtenus. Les cases à cocher ici permettent de
bypasser quand quand une compétence, un test n'a pas été passé dans une compétence en particulier. Par exemple, l'écrit ici, compréhension écrite et compréhension et expression écrite. Donc on confirme le tout, on a un tableau qui synthétise finalement le résultat, mais rien n'empêche donc d'ajouter un autre, par exemple, si l'écrit a été passé dans une autre épreuve, donc on a une autre attestation, donc c'est là qu'on peut rajouter les autres compétences et les tests de moins de 2 ans. Alors il nous reste à voir le dépôt d'une déclaration d'intérêt. Alors une fois que toutes les sections ont été remplies, et même, je dirais avant, on peut toujours à tout temps enregistrer. En fait, à chaque étape, à tout moment, on peut enregistrer le formulaire DI et le reprendre à un autre moment. Il suffit de se connecter et de reprendre là où on était. Donc ici, on va faire enregistrer et à ce moment-là, donc le bouton afficher un récapitulatif devient actif, ainsi que le bouton déposer. Ici, on va aller vers déposer et on va voir que, bon, effectivement, on a oublié une section ici, situation familiale. Elle est incomplète. Donc, cette fenêtre ici est un assistant qui permet de finalement transmettre sa demande, déposer la déclaration en ayant vraiment validé toutes les sections. Donc après cette étape, finalement ici on va revenir à la situation familiale. La personne s'était déclarée célibataire, mais avait oublié d'indiquer s'il y a des enfants qui accompagnent. Donc ici on va indiquer non. Pas d'enfants qui accompagnent, et donc on va de nouveau enregistrer et de nouveau aller cliquer sur le bouton déposer. Donc à ce moment-là, les validations, la déclaration d'intérêt est valide et on peut poursuivre son dépôt. Suivant va nous amener au récapitulatif. Donc c'est un document généré PDF qui reprend toutes les informations qui ont été saisies. Ensuite, suivant, c'est l'étape de la signature. Donc, le représentant, la représentante, va simplement cocher cette case, entrer le nom de sa ville de résidence, le pays, ainsi que la date donc de dépôt. Et ensuite, elle va appuyer sur ce bouton. Et donc, voilà, la déclaration est à ce moment-là déposée. Le client doit se connecter par contre à son espace pour confirmer le dépôt de la déclaration. Il a un délai de 5 jours. Alors, le client ici est dans son formulaire. Je vous rappelle qu'à cette étape-ci, il ne peut pas modifier les données, il peut juste les consulter. Donc il a également accès à un récapitulatif, un bouton annuler le dépôt. Il a le loisir à cette étape de ne pas aller plus loin. Il peut vouloir reporter ce dépôt à une autre date ou un autre moment. Et le bouton déposer. Donc, quand il clique sur le bouton déposer, il a le même assistant de dépôt, en tout cas très similaire. Et il va avoir donc le récapitulatif, la signature. On voit que c'est lui qui va signer ici. Et il va pouvoir confirmer le dépôt. Donc, à ce moment-là, le statut de son dossier est à déposer avec la date et l'heure du dépôt, de confirmation du dépôt. Donc, à ce moment-là, bon, le représentant va pouvoir
constater la confirmation du dépôt dans son espace de travail. Donc ici, je vous le montre, on est dans l'espace de travail de la représentante et spécifiquement dans le dossier de son client. Et également ici, donc, le statut du dépôt et la date de dépôt vont apparaître. À ce niveau-ci, les actions possibles seront simplement de consulter le dossier ou de mettre à jour le dossier ou de retirer le dossier. Alors, vos questions maintenant. On pose la question, quand est-ce que le système sera opérationnel? Moi, je vous propose de suivre la date de mise en service. Elle va être affichée sur le site web, le site internet du ministère. Alors, deuxième question, si un client ne signe pas le mandat dans le délai de 2 jours, peut-on refaire la procédure à nouveau, tout simplement? La réponse est oui, en tout moment. Alors, troisième question, si nous avons déjà une évaluation comparative, est-ce qu'on peut l'ajouter? Oui, comme je vous ai indiqué tantôt, on va pouvoir ajouter dans le formulaire, il y a une section qui va se développer pour inscrire une évaluation comparative. Cependant, cette évaluation doit être émise après le 31 janvier 2013. Alors, il me reste à vous donner quelques informations. Donc, je vous ai déjà parlé des infobules. Tout le long du formulaire, tout le long de votre espace de travail, vous allez trouver des infobules. Donc, normalement, vous devriez avoir la possibilité de remplir le formulaire d'une façon très simple, très intuitive. Mais les infobules sont là pour vous assister en cas de besoin. Il y aura sur notre site, il y aura la foire aux questions, ainsi que des tutoriels complets sur chaque section et des guides. Alors voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation et à vous souhaiter une bonne fin de journée.